Vidéo très importante ce jour. Nous allons parler de radiologie. Est-ce que le radiologue va être remplacé par l'IA? Est-ce que la téléradiologie va remplacer tous les radiologues en physique? Et dernier point, on va parler également de la financiarisation de la radiologie. C'est un point très important qui est un petit peu méconnu les internes, des médecins qui ne sont pas radiologues. Et donc, on va parler de ces trois points extrêmement importants aujourd'hui. Qui je suis pour vous parler de ça? Moi, c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie, donc en 6e semestre, c'est-à-dire à la moitié de l'internat de radiologie. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la radiologie. Il me reste encore 2 ans et demi d'internat, puis après, très probablement 2 ans d'assistanat ou de clinica. Et puis après, j'aimerais pouvoir monter mon propre cabinet. En tout cas, c'est l'objectif, c'est l'ambition. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que d'ici la fin de mon internat, je ne serai pas remplacé par ChatGPT? Est-ce que je ne vais pas être finalement remplacé par un médecin indien? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va entamer le sujet cœur que beaucoup d'étudiants me posent et que beaucoup d'étudiants se posent. La question que moi aussi je me suis posée en tant qu'interne, enfin en tant qu'externe avant de choisir la radiologie, c'est la place de l'IA. Est-ce que l'IA va-t-il remplacer le radiologue? Donc déjà, le premier point à comprendre, moi à mon avis, c'est numéro 1. Déjà, on a tendance parfois et souvent à surestimer la capacité de l'IA. Je m'explique. Là, on voit que effectivement, ChatGPT, plein d'éléments vont extrêmement vite et donc on se dit bah oui, si ChatGPT est capable de répondre à n'importe quelle question, s'il est capable de générer du texte, s'il est capable de générer maintenant des images et qu'il va être capable maintenant de générer des vidéos, il va également être capable d'analyser des livres entiers. On peut également maintenant prendre une photo avec ChatGPT, ceux qui utilisent la version premium, vous pouvez prendre une photo d'un chien, demander quelle est la race, vous pouvez prendre une photo de n'importe quelle feuille, enfin pas feuille, mais n'importe quelle fleur, il va vous dire quel est le type de fleur. Donc il y a déjà beaucoup d'avancées et de reconnaissance dans ce domaine, de reconnaissance vidéo et images. Donc on imagine que la radiologie va être impactée, bien sûr, parce que ce sont des images et il faut que l'IA soit capable d'interpréter. Donc déjà, comprendre que dans un premier temps, ça existe déjà, bien sûr. Pour l'instant, l'IA est utile dans des tâches très spécifiques. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un scanner, on va essayer de chercher une fracture. Et donc l'IA va nous sortir toutes les fractures. Dès qu'il va voir des vertèbres qui sont un petit peu bizarres, qui ne sont pas habituelles, il va dire attention, ici, risque de fracture, attention aux vertèbres bizarres. Donc là, ça va être un outil. Ça va permettre au radiologue, effectivement, des fois, il y a des fois, par exemple, une fracture, ça va être juste un endroit, un tout petit endroit où il va y avoir un petit pic qu'on ne va pas voir. Et donc ça, quand on va un petit peu vite, quand on fait beaucoup de scanners, eh bien, ça va nous servir. Donc ça existe déjà, mais pour l'instant, c'est pour des tâches spécifiques. Demain, est-ce qu'il va y avoir une IA, entre guillemets, générale qui va réussir à interpréter de A à Z n'importe quel scanner? C'est possible. Après, d'ici combien de temps? Ça, c'est une question difficile et à mon avis, souvent, on a tendance à surestimer la vitesse. On se dit, ah oui, d'ici 2-3 ans, ça y est. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, ça fait des années que ça existe, ça fait des années que ça se développe. Et le fait que ChatGPT soit sorti, ça a juste montré au grand public à quel point ça avait avancé et à quel point ça pouvait être utile. Mais ce n'est pas nouveau. Les gens ont tendance parfois à comprendre, à croire que l'IA s'est sorti il y a 2 ans et que c'est en train d'avancer à une vitesse folle. Oui, effectivement, ça avance très vite, ça, il faut en être conscient, mais des logiciels d'IA qui sont capables de détecter des fractures en radio, en scanner, détecter plein d'éléments, ça ne date pas d'il y a 1 an, ça date déjà de plusieurs années et ça met du temps à avancer. Parce que de 1, il faut beaucoup de capacité de calcul pour pouvoir faire. Et demain, avant d'avoir une IA qui soit capable de tout intégrer, à mon avis, c'est mon avis personnel, mais je pense que souvent on a tendance à surestimer, c'est peut-être plusieurs, en tout cas, c'est pas d'ici les 2-5 ans. Ça, c'est la première chose. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ça peut aller beaucoup plus vite que prévu, mais voilà. Deuxième aspect, à mon avis, c'est l'enjeu, évidemment, éthique. Aujourd'hui, par exemple, une spécialité qui a été quasiment remplacée par les automates, c'est le laboratoire, les laboratoires d'imagerie médicale. Effectivement, le biologiste, il n'a quasiment plus, il n'a plus beaucoup de choses à faire. Alors, je ne connais pas et ce serait intéressant d'avoir un biologiste qui vienne sur la chaîne. Si vous en connaissez des biologistes, taguez-les ou parlez-en et qui me contactent. Sinon, moi, je vais essayer de mon côté de trouver des biologistes. Mais effectivement, c'est une spécialité qui a été quasiment remplacée par les machines. Et voilà. Mais il reste quand même des biologistes pour valider les résultats. Pourquoi? Parce que s'il y a un résultat qui paraît aberrant, imaginons que vous faites une prise de sang et vous voyez un taux de plaquettes normal, ben évidemment la machine elle va vérifier, elle se dit bon ben ça paraît cohérent. Si elle donne un taux de plaquettes qui est à 2, eh ben, la machine va dire attention, taux anormal, il va falloir venir valider, vérifier. Et le biologiste là il va avoir un rôle de vérification. Est-ce que dans l'histoire du patient c'est cohérent?
est-ce que ça paraît bizarre? Et donc là, il y a aussi ce travail-là. Donc peut-être que demain, c'est possible que le radiologue soit, il y ait toute l'interprétation qui soit presque, comment dire, pré-mâchée par l'IA. Mais dès qu'il va y avoir des trucs bizarres, dès qu'il va y avoir des choses anormales, c'est encore, et heureusement, ce sera obligatoire qu'il y ait un radiologue qui soit expert, qui puisse valider les choses, dire ah oui, c'est vrai, dans l'histoire du patient, ça paraît cohérent. Et est-ce que la masse que l'IA décrit, dire qu'il vient pour douleur abdominale, 35 ans, et effectivement on voit une énorme masse du pancréas, et l'IA dit masse du pancréas, on va venir vérifier. En fait, si ça se trouve, c'était un artefact, si ça se trouve, c'était connu, etc. Donc voilà, il faut, à mon avis, il y aura probablement, et c'est presque inévitable d'ici. Alors, la durée, je ne sais pas, ça se trouve ce sera dans 10 ans, ça se trouve ce sera dans 20 ans, ça se trouve ce sera que dans 5 ans, peu importe, mais dans tous les cas, qu'il y ait une IA qui vienne mâcher 90% du travail, il restera toujours ce travail de validation qui sera extrêmement important. Et quand je vois le nombre d'examens qui sont quotidiens, et en fait c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que parfois les gens ne se rendent pas compte du nombre de scanners, du nombre de radios, du nombre d'examens qu'on peut faire en radiologie. On croule sous le travail et il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas assez de médecins, il n'y a pas assez de radiologues en France, etc. etc. Et donc, finalement, s'il y a une IA qui vient presque pré-mâcher le travail, avec qui on a une grande confiance, parce qu'il va falloir aussi mener des études pour montrer qu'on peut avoir confiance en ce que nous dit l'IA et que le couple IA plus radiologue qui valide, il sera très compétent. Là, on peut avoir confiance en l'IA plus le radiologue qui va venir valider les résultats, comme ce qu'on fait le laboratoire de biologie. Le laboratoire de biologie, quand c'est dans les limites de la normale, il est très sensible, du coup il est capable de dire effectivement je ne vois rien d'anormal, ça me paraît cohérent. Et dès qu'il va y avoir quelque chose d'anormal, il va le spécifier et là le biologiste va venir regarder. Là l'IA, peut-être que demain elle va dire attention ce scanner est bizarre, là j'ai un truc bizarre dans le sein, j'ai quelque chose de bizarre dans les vertèbres, ça peut correspondre à un cancer, attention, regarde bien ça. Et donc nous, moi je le vois, il y a beaucoup d'examens qui sont normaux, des médecins généralistes, des gens qui viennent avec des ordonnances qui sont un peu farfelues, des choses qui sont, je ne vais pas dire inutiles, mais des choses qui sont, des fois, nous en tant que radiologue, avant d'ouvrir l'examen, on sait presque déjà si l'examen va être normal ou pas. Quelqu'un qui a 30 ans qui vous dit qu'il a des douleurs abdominales depuis plusieurs années et que c'est des troubles de transit, il y en a qui vont faire des examens là-dessus et en fait on sait très bien qu'il va être normal. Et une fois sur 1000, il va y avoir quelque chose. Et donc cette fois sur 1000, il faut que l'IA, dans cette fois sur 1000, elle soit capable de dire attention, ici, c'est important. Ici, il va falloir que tu passes du temps parce que il y a quelque chose. Et donc si l'IA est capable de faire ce travail de pré-mâchage, eh bien au contraire, ça va permettre aux radiologues de passer plus de temps sur les examens qui sont importants, de passer plus de temps là où ça a de l'impact vraiment, plutôt que de passer du temps à s'épuiser aussi, c'est ça, de passer du temps à s'épuiser sur des examens qui sont normaux. Et en fait, l'IA sera capable de nous vraiment faire le tri entre examen urgent, examen normal et examen, voilà. Donc déjà, ça, je pense que ça va être finalement au contraire, ça va être bénéfique pour le patient, également bénéfique pour le radiologue, parce que le radiologue, moi je le vois, quand on doit faire des examens, des fois nous à l'hôpital, on a 30, 40, 50 scanners par jour à faire. Au bout du 50e, on est complètement épuisé, on n'a plus de capacité de concentration, mais on doit continuer parce que la vacation est là et sinon le patient n'a pas son compte rendu. Et donc ça, il faut comprendre ce facteur humain. Et ce facteur humain, eh bien, il peut être aidé, assisté par la machine. Et moi je pense que c'est une bonne chose. Donc finalement, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Ça permettra d'avoir une meilleure... on sera plus productif, mais en gardant une concentration plus importante et en permettant peut-être de faire plus d'examens, mais tout en gardant une qualité comme si nous n'avions que 10 examens par jour. C'est surtout ça. Parce que là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? On nous demande de faire, excusez-moi, on nous demande de faire 30, 40 examens par jour. Voilà. On nous demande de faire 30, 40 examens par jour, mais on n'arrive pas à garder la même qualité que si on n'en faisait que 10. Sauf qu'il y a tellement de demandes, tellement de radios, de scanners, d'échos, de machins, etc. qu'on n'arrive pas à avoir la même qualité. Et moi, je pense qu'on pourra en faire autant, voire plus que maintenant, en gardant la même concentration, parce qu'on ne perdra pas sa concentration sur des examens qui sont normaux. Voilà, donc ça, je pense que c'est un petit peu mon avis sur la radiologie interventionnelle. Radiologie IA et du coup ça aborde le deuxième point que je voulais vous parler et donc j'ai fait un petit lapsus, c'est le radiologie interventionnelle. Il y a aussi tout ce côté interventionnel. Ah oui, et j'ai oublié un point aussi important, quand vous faites 40-50 scanners par jour, est-ce que vous pensez que vous avez le temps de voir tous les patients? Est-ce que vous pensez que vous avez le temps de montrer les examens à tous les patients? Non, vous êtes là et vous bombardez, on fait le plus de scanners possible parce que malheureusement, c'est pas le métier qu'il veut, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que sinon, les patients, ils ont des rendez-vous à 6 mois. Donc, du coup, on fait quoi? On essaie d'avancer sur sa vacation
et ben, on n'a pas le temps de voir tous les patients. Et donc si demain il y a une IA qui nous mâche le travail et qu'au lieu de passer un quart d'heure par scanner, on n'en passe que 5 minutes parce qu'on est concentré sur la seule zone qui est pathologique, on la décrit, et puis voilà, et puis après on peut passer les 5 ou 10 minutes à côté à faire venir le patient dans le bureau du radiologue, montrer les images, voilà monsieur vous avez ça, je vous montre, voici votre hernie discale, voici la tumeur, voici ceci, voici cela. Et voilà, et je pense que quand on va expliquer à un patient, et ça m'a fait le déclic parce que je discutais avec mes parents la dernière fois, ils me disent, j'ai plein de fois où ils savent évidemment que je suis en radiologie, et ils m'envoient les comptes rendus de leurs potes en disant je comprends rien au compte rendu, est-ce que tu peux m'expliquer? Pourquoi? Parce que la personne est venue faire une radio, un scanner, une IRM dans un cabinet de radiologie, et le radiologue n'a pas eu le temps de voir le patient. Du coup, il n'a pas pu lui expliquer, et donc le patient, il comprend rien. Et parfois, même le médecin qui a prescrit l'examen, il ne comprend pas tous les résultats. Donc si vous vous expliquez, si on a 5-10 minutes de plus par patient pour expliquer les résultats aux patients, je pense que ça peut être vraiment bénéfique. Donc je pense que ça va dégager du temps pour pouvoir expliquer. Et je pense qu'il va y avoir un travail de vulgarisation pour les patients. Et ça, c'est très important. Moi, j'essaie de me former aussi sur la chaîne à essayer de vulgariser des concepts. Donc demain, il y a un patient qui passe un scanner et qui a, je sais pas, des douleurs abdominales et je vois une pathologie spécifique. Eh ben, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer les résultats. Voici ce que j'ai vu. Ou par exemple, un patient qui vient et on voit que le foie est gras, ben, la stéatose hépatique. Si sur un compte rendu, je marque stéatose hépatique, le patient ne va pas comprendre. Stéatose hépatique sans lésion focale intraparenchymateuse, le mec, il n'a rien compris. Je viens le voir, je dis voilà monsieur, vous avez passé un scanner parce que vous avez des douleurs abdominales, il n'y a rien, c'est très rassurant. Par contre, attention, je vois que le foie, mais il est un petit peu gras et ça peut vouloir dire qu'à long terme, ça peut se compliquer, vous pouvez faire une cirrhose et donc ça peut être compliqué. Donc attention, voici ce que je vous propose, voilà. Et donc vous pouvez expliquer les choses. Vous pouvez dire il y a des kystes rénaux, voilà, vous êtes venu pour des douleurs abdominales, il n'y a rien sur le scanner, par contre vous avez des kystes du rein, ils sont normaux, ou bien attention, il y a des petites calcifications. Ça peut être intéressant de les surveiller tous les 2 ans par IRM ou par échographie. Voilà, je vous propose de venir faire un suivi. Attention, ce n'est pas très grave, juste ça peut se compliquer, c'est à surveiller. Voilà, et vous l'expliquez. Quand on explique les choses aux gens, concrètement, et que les gens peuvent poser leurs questions, ça se passe beaucoup mieux. Mais là, maintenant, quand on fait 40-50 IRM, 5 scanners par jour, on ne peut pas, on n'a pas le temps de faire ça. Ou bien, si on voit les patients, c'est 2 minutes. 2 minutes, on n'a pas le temps d'expliquer. Les gens, parfois, ils ne comprennent pas. Et donc voilà, donc je pense que ça va permettre de libérer du temps pour expliquer les choses aux gens et ça c'est extrêmement important. Deuxième point, c'est la radiologie interventionnelle. Je pense que la radiologie interventionnelle, avant qu'elle soit faite à 100% par IA, c'est pas demain la veille, parce que ça c'est prouvé que la robotique, parce que ça devient de la robotique, ils disent qu'il y a beaucoup de progrès en IA, mais avant que la robotique, et en fait la robotique médicale, avec tous les impacts, que ce soit de juridique et tout ça, à mon avis, c'est pas demain la veille. Donc déjà, c'est pareil. Il faut savoir aussi se former un petit peu à la radiologie interventionnelle, savoir faire des infiltrations, savoir faire des piqûres, savoir faire des gestes sous scanner, sous IRM, sous angiographie. Ça peut être intéressant. Donc il y a ce côté aussi radiologie interventionnelle. Donc si demain vous choisissez la radiologie, vous ne serez pas mis à la porte demain. Dans tous les cas, soit si vous travaillez en cabinet, il va falloir par contre intégrer les outils d'IA. Et c'est pour ça que moi, je me forme au quotidien sur ChatGPT, sur Perplexity, que j'essaie de monter un logiciel d'IA pour comprendre. Parce que demain, l'IA, je vais devoir l'utiliser, c'est obligatoire. Si moi, en tant que radiologue, je n'utilise pas l'IA, dans 5-10 ans, je vais être largué. Donc ça, par contre, oui. Si vous n'êtes pas du tout technophile, que vous n'aimez pas la technologie, que vous n'aimez pas les ordinateurs, que vous n'aimez pas bidouiller, enfin, je ne vais pas dire bidouiller, mais que si vous n'utilisez même pas ChatGPT maintenant, alors que c'est extrêmement simple et que ça vous fait peur, et ben peut-être que demain vous serez largué. Donc il faut au moins avoir l'ouverture d'esprit. Voilà, moi je connais des gens à l'hôpital qui sont très bons radiologues et qui ne sont pas tout le temps en train d'utiliser ChatGPT, mais il faut avoir quand même une petite appétence pour utiliser les outils qui sortent et qui sortiront parce que ça va être important. Voilà, donc écoutez, ça a déjà permis de faire un premier point sur tout ce qui était IA. Je pense qu'au contraire, ça va permettre de dégager du temps. Il va y avoir aussi la radiologie interventionnelle. Il y aura plus de temps pour les patients et on aura une productivité augmentée tout en gardant de la qualité. Voilà, donc ça c'était le premier point de vue sur l'IA. Deuxième point, la téléradiologie. Donc genre, je ne sais pas si c'est moi, vu que je suis en radio, j'entends parler que de ça, mais peut-être que ceux qui ne sont pas en radio en entendent m'en parler. Qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, quand on est à l'hôpital, la personne qui va faire le scanner, qui va faire l'IRM, c'est un manipulateur radio. Il va faire les images et ensuite les images, elles vont aller sur un serveur et nous on va venir se connecter au serveur. Donc quand on est à l'hôpital, le serveur il est dans l'hôpital même. Voilà, donc on arrive à se connecter et on a les images sur notre ordinateur. Mais demain, imaginons que moi, sur mon ordinateur, derrière moi, il est connecté au serveur, qu'il est sécurisé. Quelle est la différence entre interpréter un scanner ici ou bien à l'hôpital?
en fait, à part être en contact avec les manipulateurs radio, mais les manipulateurs, si je veux, je peux les appeler au téléphone, je peux les avoir en FaceTime même si j'ai envie. Et donc, vu qu'il y a ce côté-là qui se développe avec maintenant les débits Internet qui sont très importants, on peut avoir les images presque en temps réel. Et donc, la téléradiologie se développe, que ce soit la téléradiologie d'urgence en direct ou bien la téléradiologie en programmé. En programmé, ça veut dire quoi? C'est que vous passez un scanner à 10 h le matin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le compte rendu tout de suite. Vous allez faire l'image, elle va sur un serveur sécurisé français. Et moi, je vais venir avec mon ordinateur, que ce soit chez moi ou bien dans un centre de téléradiologie, me connecter à ce serveur et voir les images sur des ordinateurs adaptés, avec des écrans adaptés bien sûr, avec un matériel adapté. Si j'interprète de chez moi ou bien à l'hôpital, qu'est-ce que ça va changer? Et en fait, l'intérêt, il est où? C'est-à-dire que nous, moi j'habite dans une grande ville, c'est pas un scoop, c'est facile d'avoir des radiologues. Là, il y a des radiologues. Mais demain, vous passez un scanner en Ardèche, vous passez un scanner au milieu de la Bretagne. Il n'y a pas de radiologue. Il y a quelques personnes, d'accord, mais il n'y a pas de radiologue parce que déjà, les médecins généralistes, ils ont du mal à les trouver. Alors, des médecins spécialistes radiologues, ça devient de plus en plus complexe. Donc, il y a des zones dans lesquelles on pourrait mettre des manipulateurs, on pourrait mettre des scanners des IRM et des gens qui pourraient venir passer leur examen, mais il n'y a personne pour les interpréter. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'avoir des sociétés, un système pour pouvoir archiver, quand on dit archiver, c'est stocker les images sur un serveur sécurisé à distance et qu'on puisse venir se connecter. Et voilà. Et donc moi, chez moi, si j'ai mes ordinateurs et mes écrans adaptés, je peux venir interpréter des scanners, des radios, des IRM depuis chez moi. Et donc ça, en fait, ça se développe. Donc après, la question c'est, ok, demain, nous, la main d'œuvre en France, je ne sais pas, on va dire qu'un radiologue c'est 150 € de l'heure, est-ce qu'on n'irait pas payer des Indiens à 30 € de l'heure? Parce qu'eux, ils sont pleins et qu'ils sont moins bien payés. Après, il y a tout ce côté juridique, ce côté, alors je ne sais pas si c'est de l'éthique, mais en tout cas, en France, évidemment, c'est très protégé et donc on ne peut pas faire interpréter des examens faits en France par des médecins étrangers. Des médecins de l'Union européenne, pourquoi pas, mais des médecins étrangers, sûrement pas. Donc voilà, il y a tout ce côté juridique. La médecine en France, elle est quand même très encadrée, dans beaucoup de pays aussi, donc c'est normal, il y a tout ce côté-là. Donc à mon avis, c'est pas demain la veille qu'il va y avoir des Indiens qui vont venir interpréter les radios et les scanners et les IRM de France. Donc voilà, donc surtout moi je le vois en fait comme un côté positif, parce que il ne faut pas non plus de tomber un petit peu dans cette folie et de dire je vais devenir globetrotter, enfin digital nomade et je vais interpréter mes scanners et mes IRM depuis l'autre bout du monde pour la France. Dans ce côté-là, ça ne marche pas parce qu'on on va venir un petit peu se couper du métier. Et je pense que c'est dommage de se couper complètement du métier. Mais par contre, il faut que ça donne la flexibilité possible. Et moi, en fait, moi, je m'étais imaginé, je me suis dit, demain, je suis dans mon cabinet à l'hôpital, enfin à l'hôpital ou dans mon cabinet, par exemple, et voilà, j'ai mes vacations d'échographie jusqu'à 17-18 heures. Et puis après, je ne sais pas, demain, imaginons, il y a des radios, parce que pour le bien des patients, pour le bien des rendez-vous, le patient va venir passer une radio jusqu'à 20 heures. Moi, peut-être qu'à 18 heures, j'ai envie d'aller chercher mes enfants à l'école, j'ai envie de rentrer chez moi, je rentre, mais je peux quand même interpréter les radios de la maison. Et donc, comme ça, les patients peuvent passer leur radiographie et être aussi interprétés en temps et en heure. Ou pareil, si je suis chez un cabinet dans le sud de la France et qu'il y a un cabinet en Ardèche et que la personne ne peut pas être interprétée parce qu'il n'y a pas de radiologue sur place, mais on peut mettre un cabinet de radio, et bien c'est bien que ce cabinet puisse être interprété à distance. Donc là, en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre entre garder le côté, il faut rester terre à terre et garder ce côté quand même proximité avec les patients, de faire les échographies bien sûr, de faire les examens et de pouvoir les voir quand on fait une imagerie en coupe. C'est surtout l'imagerie en coupe, quand on fait un scanner, un IRM, il faut qu'on puisse voir le radiologue pour qu'il puisse expliquer les résultats. Et on a vu dans le premier point que l'IA va nous permettre de dégager ce temps-là. Et ensuite, pour des examens un peu plus légers ou bien pour des indications plus légères aussi, mais peut-être que la téléradiologie va donner cette flexibilité supplémentaire pour pouvoir mailler le territoire, pour pouvoir mettre en place des cabinets plus de proximité. Parce que demain, vous habitez en Ardèche, est-ce que c'est pas pénible de faire 1h30 de route pour aller dans un cabinet d'imagerie? Si vous avez un cabinet d'imagerie à une demi-heure de chez vous, peut-être que vous ne voyez pas le radiologue parce qu'il n'est pas sur place, mais au moins, vous pouvez avoir votre radio. Et puis si finalement il y a vraiment un besoin de vous expliquer les résultats parce qu'il y a un résultat qui est peut-être grave ou important à expliquer, on peut aussi faire du FaceTime aussi, enfin je dis FaceTime, voilà, une visio, tout est imaginable maintenant. Donc voilà, il faut quand même rester au goût du jour, il faut comprendre que ça se développe de plus en plus, que ça va se développer. Dans tous les cas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, moi je suis pour parce que ça donne de la flexibilité pour les jeunes, c'est quand même, voilà, ça donne de la flexibilité, sans devenir fou et sans se dire il n'y a que ça, il faut savoir que ça existe. Je pense qu'il faut des fois être pragmatique et c'est des choses qui vont se développer inévitablement. La technologie est là, il y a des soucis territoriaux, il y a des gens qui sont de plus en plus éparpillés, qui sont dans des déserts médicaux et il n'y aura pas de radiologues qui iront dans ces déserts, c'est sûr et certain.
voilà, c'est comme ça, mais on peut peut-être mettre des cabinets de proximité qui sont interprétés à distance et ça va permettre d'augmenter l'accessibilité aux soins sans qu'on soit entre guillemets obligé obliger quelqu'un d'y aller. Parce que voilà, c'est ça le problème souvent, c'est que on ne pense pas aussi au mode de vie. Et si demain il y a un radiologue qui a envie d'aller vivre en Ardèche, tant mieux et c'est très bien. Mais malheureusement sur le territoire, pour mailler toutes les zones de déserts médicaux sur le territoire, il n'y aura pas assez de radiologues pour mailler ce territoire-là. Et donc il faut, parfois, je pense qu'à mon avis, il ne faut pas soit mettre une loi en disant il faut obligatoirement un médecin ou un radiologue dans un désert médical, mais plutôt se dire ok, comment je peux faire pour donner envie aux gens d'y aller, ou bien vu que il n'y aura inévitablement pas à chaque fois une personne, comment je peux faire en sorte que les gens puissent quand même avoir une interprétation, puissent avoir un compromis. Voilà, et on parlait de compromis, c'est important. Voilà. Donc je pense que ça va se développer et plus dans des cabinets de proximité. Après, si quelqu'un doit passer une imagerie lourde, un scanner, une IRM injectée avec une technique spécifique et voir un spécialiste, évidemment qu'il pourra faire 1 heure de route pour aller dans la grande ville la plus proche de chez lui. Mais quand c'est des examens de suivi, quand c'est des examens un petit peu plus légers, eh peut-être que le cabinet de proximité trouvera tout son sens. Et voilà. Et puis s'il faut organiser une téléconsultation avec peut-être une cabine de téléconsultation dans ce cabinet de radiologie, vous passez votre radio, le radiologue interprète et vous allez avoir la téléconsultation immédiatement après. Et bien pareil, c'est quelque chose qui peut se développer. Voilà. Donc c'est des idées que je vous dis là. Et moi aussi, j'ai réfléchi à ça parce que moi demain, j'ai envie de travailler dans un cabinet libéral. Et je réfléchis un petit peu au futur, comment ça va évoluer. Et donc voilà, je pense que c'est important de réfléchir à ça, de rester en accord avec son temps. Demain, si je veux monter un cabinet, il faudra que j'incorpore l'IA dans mon cabinet. Si je veux rester compétitif et au goût du jour, il faut que je puisse intégrer des enjeux de téléradiologie tout en restant proche du patient et pouvoir apporter. Parce que voilà, il faut apporter la flexibilité et le plaisir de travailler pour le radiologue, c'est important, mais toujours avoir le circuit patient et le patient au cœur. Parce que c'est pour un patient qu'on fait, on ne fait pas une imagerie pour faire une imagerie pour apporter 25 €, c'est pour un patient qui a un problème spécifique, donc toujours mettre le patient au centre et articuler tous les acteurs qui sont autour de la bonne façon. Je pense que c'est important de voir ça dans la vision globale, de voir le centre et de voir toutes les choses qui gravitent autour et de maximiser finalement l'intérêt et le bien-être et voilà, et de tout le monde. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Et donc le troisième point qui vient et qui est très important et ça me tient beaucoup à cœur parce que donc du coup je vous ai parlé dans une première partie des laboratoires de biologie et malheureusement la biologie a subi un sort qui est assez dramatique, c'est-à-dire que tous les cabinets de biologie ont été rachetés par des grands groupes, par des groupes qui ont beaucoup de moyens et en fait qui ont racheté au prix très très fort des cabinets de biologie et ensuite qui vont employer comme un salarié dans les cabinets. Et en fait les biologistes se retrouvent. Ceux qui sont les vieux biologistes qui avaient les cabinets à l'époque, qui se sont fait racheter plusieurs millions chaque cabinet, alors qu'ils avaient monté pour 200 000 €, ils se sont fait racheter 3 millions de cabinets. Donc pour eux, c'était une aubaine. Quelqu'un qui a 55 ans qui se fait racheter 2 cabinets pour 10 millions d'euros, c'est le roi du pétrole. Mais les nouveaux qui vont arriver, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent plus acheter de cabinet et ils vont devoir être salariés à, je sais pas, 5 000 € par mois dans un cabinet, alors que s'ils avaient leur propre cabinet, c'était 10 000 € pour eux. Donc tout n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de propriété. C'est-à-dire que c'est eux qui exercent le métier. Il n'y a aucune raison que des groupes simplement financiers soient là pour venir s'accaparer de le business. Et en fait, le problème, il n'est pas uniquement du business parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, les médecins ils veulent gagner plus, ils veulent avoir leur propre cabinet, gagner eux-mêmes l'argent. Ok, ça c'est un fait et c'est une chose. Mais la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que ces groupes-là, ils rachètent pourquoi? Ils rachètent uniquement pour faire des bénéfices. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le radiologue n'est plus maître de ce qu'il veut faire. Et donc, ces grands groupes qui sont uniquement des groupes financiers, qui ne sont pas toujours français, qui ont un petit peu, il faut se le dire, ce sont des groupes financiers, ils n'en ont rien à faire du patient. Tout ce qui les intéresse, ils voient la médecine comme du business. Et donc, ils vont se dire, ok, je vais vous donner un exemple. On est en radiologie. On va dire qu'une radio de thorax va rapporter 25 € au cabinet. Elle va durer 2 minutes. Voilà. Imaginons, je donne un exemple, ce n'est pas les chiffres réels, mais c'est pour faire une imagination. On va dire, voilà, radiographie de thorax, 25 minutes, enfin 25 €, 2 minutes. Ensuite, par contre, pour faire une radio de, je sais pas, du rachis par exemple, du dos, on va dire qu'il faut faire le rachis cervical, après il faut faire le rachis thoracique, après il faut faire le rachis lombaire, et donc ça va durer 5 minutes et ça va rapporter que 15 € par exemple. Donc vous vous dites, bon bah oui, ça va, on n'est pas à 5 € d'écart. Sauf que lui, le financier, va se dire, ok, sur 1500 radios qui sont faites par mois, 1500 radios, si tu as 5 € d'écart et que l'autre, tu peux en faire 1500, l'autre, tu peux en faire 2000, il y a 30 000 € d'écart sur le mois, donc on arrête de faire des radios lombaires. Et donc ils sont capables de dire, on ne fait que des radios de thorax. Ou bien, par exemple, de dire, on va faire une échographie
Et je sais pas, il y a des examens qui ne sont pas très rentables, mais on le fait parce que on propose une activité qui est variée aux patients. On va faire par exemple des échographies de thyroïde, on va faire des échographies pour les femmes, des échographies endovaginales pour voir l'utérus. On peut faire des échographies aussi de l'épaule, on peut faire des échographies de plein d'éléments. Et on sait qu'il y a certaines échographies de par leur cotation qui sont plus rentables. Par exemple, une échographie abdominale, c'est plus rentable qu'une échographie d'épaule. Mais nous, on va dire, bon ben voilà, on va faire des vacations d'échographie d'épaule parce que ça va, il y a des demandes, il y a des patients qui vont venir demander une échographie d'épaule parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais si demain, le cabinet rachète, enfin un groupe financier rachète le cabinet et qui dit, maintenant, vous ne faites que des échographies abdominales parce que c'est rentable. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le radiologue n'est plus maître de son activité, c'est le financier qui va décider et en fait, il va décider au profit de quoi? Au profit de l'argent et pas au profit du patient. Donc il faut être conscient que et c'est pour ça qu'il y a un groupe associatif qui est en train de se créer, qui est très intéressant. Ça s'appelle le groupe Corail. Donc pour ceux qui ont envie d'aller voir, et j'aimerais pouvoir faire prochainement sur la chaîne une interview je crois que c'est un interne, mais qui va bientôt être médecin, donc des différents internes qui ont créé ce mouvement. Donc Corail, C-O-R-A-I-L. Donc vous mettez Corail Radiologie, vous verrez tout de suite. Donc c'est un groupe qui est en train de se monter. Et en fait, le problème, c'est que des groupes, des cabinets de radiologie rachetés par les financiers, c'est déjà en train d'être le cas. Sauf que, c'est quoi le problème? Donc comment on compte contrer l'attaque? Donc la première chose, c'est de faire, donc Corail, ils ont fait un annulaire. Donc un annulaire, c'est quoi? C'est la liste en fait des cabinets qui ne sont pas, qui n'ont pas été rachetés. Donc comme ça permet de voir qui a été racheté, qui n'a pas été racheté. Parce que des fois, c'est pas facile de savoir, on ne sait pas, c'est un peu opaque. Et eux, justement, les cabinets rachetés, ils vont pas le dire. Ils vont faire comme si c'était un cabinet normal. Sauf que un cabinet racheté, il a toujours besoin de remplaçants, de gens qui vont venir travailler en plus pour aider à faire tourner le cabinet. Parce qu'il y a certains cabinets où il y a suffisamment de médecins, ils n'ont jamais besoin de remplaçants, mais en radiologie, c'est une pratique très fréquente, on a besoin de remplaçants. Donc, si les internes, les jeunes médecins, les jeunes internes se lient entre eux et se disent tout cabinet qui a été racheté par des financiers, c'est hors de question, je ne remplacerai jamais dedans parce qu'il ne fait pas partie de l'annuaire, qu'est-ce qui se passe? Ce cabinet, il a été racheté pour 5 millions d'euros parce qu'en fait, le problème, c'est que les financiers achètent au prix fort en espérant, entre guillemets, rentabiliser par la suite. Ils savent qu'ils vont acheter au prix fort et donc ils vont mettre que des échographies abdominales et faire des scanners extrêmement rapidement pour être le plus rentable possible. Sauf que s'il n'y a pas de médecin pour faire tourner et que le cabinet il tombe à l'abandon, enfin il tombe à la chute parce qu'il n'y a pas assez de médecins pour faire tourner, ils vont devenir déficitaires et donc ils vont arrêter d'acheter des cabinets. Donc la première mesure, c'est de faire un annuaire et d'inciter tous les internes, tous les jeunes radiologues, et c'est ce que j'essaie de faire ici. Alors je sais que j'ai plus des étudiants, mais si vous pouvez faire passer le message autour de vous, ça c'est très important, et je referai une vidéo, j'espère, avec le fondateur de Corail pour parler de ça. Si vous connaissez des internes de radiologie, si vous connaissez des médecins jeunes radiologues ou même des vieux radiologues, s'il vous plaît, parlez-leur de ça, du groupe Corail et du fait de ne pas laisser les financiers racheter les cabinets parce que c'est en train de détruire la spécialité. C'est en train de, les radiologues, on a quand même fait 12 ans d'études pour pouvoir posséder nos propres cabinets, pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir orienter l'activité au service du patient et pour pouvoir aussi maîtriser l'activité. On ne peut pas se permettre de laisser des groupes financiers qui n'en ont rien à faire des gens et qui sont juste là pour faire le plus de profit possible s'accaparer de ça. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc première mesure, faire un annuaire et je ne vais pas dire interdire, mais sensibiliser les jeunes internes, les jeunes radiologues à ne pas remplacer dans ces cabinets pour qu'ils s'autodétruisent. Alors c'est malheureux parce que ça va être des cabinets qui sont dans des grandes villes et donc les gens ont besoin d'imagerie, mais il ne faut pas laisser les financiers récupérer cette activité parce que de 1, ça va faire perdre la main aux radiologues et de 2, ça va être aux dépens des patients parce que ces gens-là n'ont rien à faire. Il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf. Ces gens-là n'en ont rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, s'ils rachètent les cabinets, c'est parce que c'est le cas, il ne faut pas se le cacher aussi, les cabinets de radiologie sont rentables, mais un cabinet de radiologie, c'est très rentable. Mais un radiologue, il peut se permettre de se dire, bon ben, vu que c'est rentable, je peux me permettre de faire des examens qui sont plus intéressants mentalement, mais qui servent aussi aux patients. Et donc c'est une espèce d'équilibre. Évidemment, si demain le radiologue il se dit, moi aussi, j'en ai rien à faire, tout ce que je veux, c'est faire le plus de profit possible, il peut le faire. Mais on a quand même été formé déontologiquement avec serment d'Hippocrate, avec notre formation pour quand même trouver l'équilibre entre une activité rentable et une activité intéressante, utile pour le patient. Et en fait, le problème, c'est que nous, on a toute cette éthique, on a ce côté vraiment éthique médicale.
les gens qui vont racheter les cabinets n'en ont rien à faire de ça. Et c'est vrai, il faut le voir. Et moi, franchement, je vais faire un petit aparté là, mais moi, je le vois pareil. Quand je vois les lobbies des gens qui font des sodas, du sucre, le lobby des gens qui font des gâteaux, je vais dire des gâteaux industriels, il faut comprendre que ces gens-là, ça fait du diabète, ça fait des maladies, ça tue les gens. Vraiment, je ne sais pas, Haribo, enfin je ne vais pas dire Haribo, mais il y a plein de lobbies de plein de marques qui sont lues, etc., etc. On peut penser que c'est les photos, enfin les photos, le marketing, il est mignon, ça donne envie, etc. Mais ces gens-là, ce sont des tueurs en série, c'est du génocide de masse, c'est-à-dire que ça tue massivement des gens. Donc que ce soit les lobbies des cigarettes, le lobby de l'agroalimentaire, ce sont des tueurs en masse. Et en fait, alors voilà, dans cette vidéo, ça va paraître un petit peu alarmiste, etc. Mais il faut en être conscient, il faut vraiment en être conscient. Et moi-même, en travaillant à l'hôpital, je vois les gens qui sont malheureusement obèses, les gens qui sont malheureux, qui sont malades, et tout ça c'est à cause des lobbies. Alors il faut aussi, eux ils vont vous dire ah oui mais les gens on leur procure du plaisir, on les incite pas à devenir obèses, mais les gens sont tellement lavés le cerveau qu'ils finissent par être complètement, ils perdent le contrôle. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces gens-là, quand il y a de l'argent à faire, parce que l'industrie agroalimentaire, je peux vous garantir que Nestlé, que les marques comme Lu, etc., c'est les rois du monde. Ils peuvent racheter n'importe quoi. Ils sont richissimes, ils sont multimilliardaires. Et en fait, qu'ils soient en train de tuer des gens ou pas, ils en ont rien à faire. Et il faut vraiment dire les choses. Pour moi, c'est exactement la même chose que les lobbies de cigarettes, que les lobbies d'alcool. C'est des tueurs en masse. C'est du génocide moderne. Vraiment, c'est ça. Et donc, quand on a ça, eh ben, ces gens-là, c'est les mêmes personnes qui vont racheter les cabinets. Donc, ils ne sont pas en train de tuer consciemment, ils sont simplement en train de se dire c'est rentable, que ça serve ou pas aux patients, j'en ai rien à faire. Et donc voilà, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui est prouvé. Les cabinets qui sont rachetés, ben finalement, les médecins, ils leur mettent plus d'examens pour que les vacations soient plus rentables. Si on vous dit sur une vacation de scanner, habituellement, moi je fais 20 scanners. 20 scanners, c'est un rythme qui est correct, ça permet de prendre le temps un petit peu par scanner. 20 scanners disons toutes les 20 minutes, ça fait, je ne sais pas combien ça fait, mais bon, 6 ou 8 heures de vacation, c'est correct. D'accord. Si demain je vous dis, ah non, mais une vacation, c'est pas 20 scanners, c'est 35 scanners, parce que 35 scanners, c'est quasiment 2 fois plus de rentabilité. Au lieu de gagner 3 000 € l'après-midi, ça va être 6 000 €. Donc, vous faites 35 scanners, et peu importe si vous avez le temps ou pas de finir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites 35 scanners, on ne peut pas passer autant de temps par scanner et de regarder aussi précisément sur 25 ou 35. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on fait plus d'examens, on est plus rentable, mais et ben, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de temps avec le patient. C'est comme si vous allez voir le généraliste et le généraliste, il vous dit maintenant la consultation c'est 5 minutes, je ne peux pas vous garder plus. Moi dans 5 minutes j'ai un autre patient. Du coup, bah oui, c'est bien, par jour vous voyez 70 patients. Donc au lieu de gagner 3 000 €, vous en gagnez 8 000, sauf que les patients, eux, ils sont vus 5 minutes, ils n'ont pas le temps de dire les antécédents, ils n'ont pas le temps de dire ce qu'ils ont. C'est vous avez mal à la gorge, hop, Doliprane direct, on s'en fout, peu importe. Et ça se trouve, le mec il a un cancer de la gorge. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que on est plus axé sur le côté financier, on n'est plus du tout sur le côté patient. Et si les radiologues ne gardent pas la main là-dessus, ne gardent pas l'emprise sur leur propre spécialité, ça va devenir du grand n'importe quoi. Donc c'est vraiment important de vraiment parler de ça autour de vous. Si vous avez des parents qui sont médecins, si vous avez des connaissances qui sont médecins, si vous avez des connaissances qui sont internes de radiologie, qui sont radiologues, parlez-leur du groupe Corail, parlez-leur de ce côté financiarisation et je referai des vidéos sur la chaîne vraiment parce que c'est un sujet extrêmement important. Ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui. J'aurais peut-être dû commencer par ce sujet-là parce que c'est peut-être le plus important. Le côté IA, oui, ça va avancer, etc., etc., mais ce n'est pas celui qui nous pend le plus au nez. Le côté rachat par les financiers, c'est déjà en train d'être fait. Vers Paris, il y a beaucoup de financiers qui ont été rachetés. À Montpellier, beaucoup de groupes qui ont été rachetés. Et vraiment, il faut boycotter en masse ce genre de groupe. Vraiment, je vous encourage. Même si vous êtes médecin, si vous êtes patient, regardez sur le groupe Corail. Donc, vous marquez Corail, C-O-R-A-I-L, Corail Radiologie. Vous avez dessus, vous avez l'annuaire des groupes de radiologie qui sont, donc ceux qui font partie du groupe Corail, ce sont ceux qui ne sont pas rachetés par les financiers. Donc vraiment, si un cabinet fait partie du groupe Corail, vous pouvez y aller. Par contre, s'il n'est pas mis, il faut se renseigner, il faut regarder si ça a été racheté ou pas. Voilà, donc le problème c'est qu'on encourage les cabinets de radiologie à se tourner vers Corail et l'adhésion, et nous en tant qu'interne, je crois que c'est 10 € et ceux qui sont les cabinets c'est 25 €. Donc ça permet de donner du poids un petit peu et ça coûte que 25 € pour un cabinet, donc évidemment ils vont le faire. Et donc tous les cabinets, on va encourager et également c'est pareil, si vous connaissez des radiologues qui ont un cabinet, parlez-leur de Corail qui viennent s'inscrire au groupe
pour qu'ils puissent être agréés. Et en fait, cette agrégation, enfin c'est agréé, je ne sais pas comment on dit, bon bref, agrémentation, elle permet de montrer que on est contre cette financiarisation et que donc les internes peuvent venir remplacer, et surtout que aussi pour les patients, parce que dites-vous, si vous êtes patient et que vous êtes dans un cabinet qui n'est pas Corail, eh bien, il y a des chances qu'il soit racheté par un financier et que vous soyez un mouton dans la chaîne. Voilà, vraiment c'est ça. Donc voilà, c'est pareil, demain, moi j'ai envie de monter un cabinet, j'ai envie de monter un cabinet qui est éthique, un cabinet où on a le temps de voir les patients, où il n'y a pas de temps d'attente parce que les gens sont pris à l'heure, qu'on n'est pas un mouton dans la chaîne et que les radiologues soient compétents dans leur spécialité et qu'ils ne disent pas « oui, oui, je sais faire tout et n'importe quoi, venez, il n'y a pas de problème » parce qu'on a envie que le planning soit plein. Si vous ne savez pas faire de l'ORL, on ne fait pas d'ORL. Si vous êtes spécialité en imagerie osto-articulaire, si vous êtes spécialisé en écho d'épaule, faites préférentiellement les échos d'épaule. Donc moi, dans mon cursus, je suis en train d'essayer de me spécialiser dans plusieurs sous-spécialités qui sont demandées mais qui m'intéressent. Et donc comme ça, demain, quand j'aurai un cabinet, je pourrais dire aux gens, venez faire ce genre d'examen, je suis spécialiste. Je ne dis pas que je suis le meilleur du monde, mais je vais me former. Je vais faire plus ça pendant mon internat, je vais lire des livres, je vais me former, faire des conférences, etc. Et comme ça, si la personne vient, je serai meilleur que le radiologue moyen. Et voilà. Et donc si on fait ça et qu'on a un cabinet de 5 personnes et qu'il y en a un qui fait de l'ostéo-articulaire, quelqu'un qui fait de l'imagerie de la femme, quelqu'un qui fait de l'imagerie neuro, quelqu'un qui fait de l'imagerie digestive, on a un cabinet qui est multidisciplinaire. Et donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est aussi ma vision, mon projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous avez compris, parlez du groupe Corail aux médecins que vous connaissez, radiologues, internes, peu importe, parlez-en. Si vous êtes patient ou si vous avez de la famille, dites à vos parents et sensibilisez le maximum de personnes à ce sujet-là. Je referai une vidéo, une vidéo dédiée où j'en parlerai dès le début parce que là c'était à la fin et des fois malheureusement tout le monde ne suit pas le contenu jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part aussi de vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Parce que c'est très effrayant. Enfin, moi en tant que radiologue, ça m'effraie sur le côté, déjà c'est pas bon pour les patients et si demain, moi j'ai fait 12 ans d'études et que je ne peux même pas monter mon propre cabinet, ça va mal se passer, je vous le garantis. Bref, voilà, donc moi je suis bien sûr adhérent au groupe Corail. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout bonne révision. Parlez au groupe et abonnez-vous. À la prochaine, c'était Robin. Ciao, ciao.